Bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit parcours autour du thème de l'autoportrait et donc une façon d'appréhender la représentation du corps de l'artiste, même plus précisément ici on pourrait dire du visage de l'artiste, même si on va le voir tout au long de cette conférence, le visage et le corps de l'artiste sont intrinsèquement liés dans ce thème de l'autoportrait. Alors on peut noter l'apparition d'autoportraits d'artistes à partir du Moyen Âge, peut-être même de périodes plus anciennes dont on a très peu de traces, mais en tout cas au Moyen Âge, on voit effectivement clairement apparaître des autoportraits dans les enluminures. Ceci étant, pour cette conférence, on va s'intéresser plus particulièrement à la Renaissance et aux siècles qui suivent, qui sont finalement la période la plus fertile par rapport à cette thématique de l'autoportrait. Donc le premier type d'autoportrait que l'on va pouvoir observer, c'est un autoportrait qui apparaît à partir du moment où justement l'autoportrait n'est pas le sujet principal de l'œuvre. C'est un autoportrait qui est finalement caché vraiment dans un autre tableau. C'est plus une sorte de signature visuelle. Et pour nous aujourd'hui, il peut être parfois difficile de repérer l'artiste parmi la foule de personnages représentés dans un tableau. Pour autant, c'est un procédé assez courant qui consiste donc à se peindre parmi les personnages d'un événement. Ça laisse supposer que l'artiste a bien visualisé la scène avant de la peindre et peut-être même qu'il a pu être présent réellement lors de cette scène. Alors ça peut paraître parfois un peu étonnant puisque quand on a des scènes qui représentent des situations se déroulant dans l'Antiquité ou à des périodes éloignées de la vie de l'artiste, ou quand il s'agit de scènes religieuses, voire de scènes mythologiques, on peut imaginer que l'artiste n'était évidemment pas présent à l'origine dans cette scène. Et pourtant, les artistes se sont donc glissés assez fréquemment dans les personnages de ces scènes. On a un très bon exemple avec Benozzo Gozzoli ici, qui est un artiste qui va se mettre en scène dans la foule qui est à droite ici de ce tableau. Vous voyez, on le reconnaît ici. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a très souvent des mentions autour des autoportraits d'artistes qui sont glissés comme ça dans les tableaux. Il est assez courant qu'on les associe à des signatures, donc ça nous permet souvent de les identifier. Et ici, par exemple, c'est le cas sur son bonnet où son nom est en partie indiqué. Alors, ce qui est particulier dans ce tableau, c'est que c'est un tableau avec un sujet religieux puisque c'est le cortège des rois mages au moment de l'adoration des mages. Mais que quand on regarde la façon dont ces rois mages sont représentés et le cortège, on voit bien qu'on a transposé la scène à l'époque de l'artiste. Donc on est à peu près au XVe siècle, étant donné les costumes, les coiffures. Voilà, on se trouve en Italie au XVe siècle à peu près. Et les personnages qui sont représentés dans ce tableau sont donc pour beaucoup d'entre eux des portraits des gens du XVe siècle. Donc ça, c'est une sorte de particularité de cette peinture, qui est une commande réalisée pour les Médicis à Florence, et qui sont en fait eux-mêmes représentés dans le tableau, en fait qui sont représentés sous les traits des différents rois mages et des personnages importants de la suite ici du cortège. Alors, c'est quelque chose qui est très courant dans les peintures du nord de l'Europe, qui est un peu plus rare en Italie à cette époque, mais qui ici a une réalité historique, je dirais, puisque la famille Médicis était la patronne de la confrérie des mages, qui avait son siège au couvent San Marco, et cette confrérie organisait au moment de l'Épiphanie, tous les ans, des sortes de mises en scène théâtrales qui reprenaient en fait l'épisode biblique, et donc ils organisaient régulièrement ces longs cortèges qui passaient devant tous les grands palais florentins et qui étaient une sorte de jeu de mise en scène de la scène historique de l'arrivée des rois mages au moment de la nativité.
Il est également fort probable que ce tableau ait été commandé non pas seulement pour commémorer ces célébrations qui avaient lieu tous les ans à Florence et auxquelles l'artiste a pu assister, donc pour le coup, mais aussi parce que on sait que les Médicis avaient participé à un cortège également important de personnalités arrivées à Florence et venant de Ferrare à l'occasion du concile de Bâle quelques décennies plus tôt, et ça avait été l'occasion pour les Médicis en fait de présider voilà une sorte de concile de réunification des églises latines et byzantines. Donc on peut aussi supposer que les Médicis avaient souhaité commémorer ce cortège en le transformant en cortège des rois mages pour que le sujet devienne un peu plus intemporel. Et donc ça explique peut-être un peu plus précisément ici pourquoi non seulement les personnages représentés sont des personnages qui sont tous presque des personnages ayant vraiment existé, donc soit des membres de la famille Médicis, soit des membres de ce cortège politique arrivé à Florence vers 1438-1439, et ça peut peut-être expliquer aussi pourquoi dans ce cortège, on peut avoir la présence de l'artiste qui nous indique de cette manière qu'il a effectivement assisté à la scène. Alors, c'est évident que si on ne connaît pas le contexte, on trouvera assez étrange de voir l'artiste glisser dans un cortège de rois mages s'étant déroulé plusieurs siècles avant la naissance de l'artiste. Alors, on peut retrouver un procédé assez semblable dans une autre adoration des mages, commandée aussi pour les Médicis. C'est cette fameuse adoration des mages de Sandro Botticelli. Alors, dans cette adoration des mages, les personnages qui représentent les rois mages, ici et là, et aussi certains des membres de leur suite sur le côté, sont encore une fois des portraits de la famille Médicis. Alors ici, il ne s'agit pas de commémorer une scène ayant vraiment existé, un véritable cortège, mais plutôt c'est une façon en fait de créer une proximité entre les personnages sacrés et les commanditaires du tableau. Et les rois mages, en fait, ils permettent un peu ce jeu-là, puisque ce sont des personnages importants, mais ce sont censés être des princes, des rois, des mages, en tout cas des personnages politiques, on pourrait dire, dans lesquels les Médicis peuvent se reconnaître et peuvent trouver un lien en fait tout à fait sensible avec eux. Mais ce qui est intéressant pour nous, puisqu'on parle de l'autoportrait finalement de ces artistes, ce qui est intéressant ici pour nous, c'est bien sûr de voir à l'extrémité droite du tableau un personnage ici qui est en train de nous regarder et qui ne s'intéresse pas du tout au reste du tableau. Or, ce personnage qui nous regarde, depuis toujours, il est identifié comme un autoportrait de Botticelli. Donc le procédé ici, il est le même que dans le tableau précédent avec Benozzo Gozzoli, mais ici la présence de l'artiste est beaucoup plus visible, il est moins noyé dans la foule, et il y a un élément qui le rend particulièrement visible, c'est évidemment le fait qu'il regarde directement le spectateur. En fait, ces personnages qui regardent les spectateurs dans les œuvres d'art, on appelle ça des admoniteurs. Ce sont des personnages qui sont là justement pour capter notre attention et nous faire rentrer dans le tableau. Et c'est vrai que ces personnages ont souvent un lien un peu plus direct avec le spectateur que les personnages qui peuvent être des personnages sacrés qui sont dans la scène principale. Mais ce qu'on notera ici, c'est le fait que Botticelli ait utilisé son propre visage pour créer cet admoniteur. C'est une sorte aussi de signature, on peut imaginer, mais c'est aussi une signature qui le met particulièrement en valeur. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que cette œuvre est assez connue, c'est que le personnage de Botticelli ici a ce côté très arrogant. Il a l'air très fier de lui, et donc on y voit en fait une sorte aussi de manière d'évoluer dans la perception que vont avoir les artistes d'eux-mêmes, puisque à la Renaissance et même encore un peu après, ce sont des corps de métier qui sont vraiment considérés comme des métiers artisanaux,
donc plutôt en bas de l'échelle donc sociale. Mais avec l'arrivée de l'humanisme et de la Renaissance, cette vision de l'artiste va progressivement évoluer et on va voir certains artistes rechercher en fait une reconnaissance qui les placerait au-dessus des simples artisans. Et on peut supposer que c'est vraiment ce que Botticelli recherchait ici aussi. Alors ce procédé, il est donc très courant dans les tout premiers autoportraits, je dirais ceux du Moyen-Âge et de la Renaissance, mais il existe encore après, bien plus tard, puisque finalement, c'est justement le gage de l'authenticité parfois de certaines scènes historiques. Alors là, je vous montre un tableau célébrissime, le Sacre de Napoléon de Jacques-Louis David, qui est une scène d'histoire. Donc ici, on est vraiment dans une scène d'histoire politique, et vous vous doutez bien que ce tableau qui mesure 9,30 mètres de longueur est un tableau qui a été commandé par Napoléon et qui a une nécessité d'authenticité. C'est en fait vraiment l'image du sacre que Napoléon souhaite montrer à l'ensemble de la population et de l'Europe. Donc c'est un tableau qui est à la fois une mise en scène, construit, composé pour qu'il soit le plus majestueux, le plus grandiose possible, mais c'est aussi un tableau qui est censé refléter le plus possible l'authenticité de la scène. Et c'est sans doute pour cette raison que Jacques-Louis David s'est représenté, vous voyez, dans le groupe de spectateurs au centre du tableau, avec son carnet à dessin, montrant ainsi qu'il avait bien assisté à la scène et qu'il avait donc rendu fidèlement la représentation de cette scène. Alors, c'est un peu faux en réalité, puisque on le sait, dans les personnages qui assistent à ce sacre, et notamment dans les personnages qui sont ici, où Jacques-Louis David est donc dans le fond ici, on retrouve la mère de Napoléon qui n'était pas présente lors de ce sacre. Donc il y a de la mise en scène, mais la présence de l'artiste dessinant pendant cette scène historique est, ceci dit, un gage d'authenticité, en tout cas d'une certaine authenticité. Donc là, on a affaire à des jeux de cache-cache un peu, où il faut parfois être très très attentif pour repérer les artistes, et on est bien d'accord que quand on n'a pas d'autoportrait ou de portrait de ces artistes pour comparer, il est parfois très difficile de les identifier si leur nom n'est pas indiqué sur leur chapeau comme avec Gozzoli. Ceci étant, les artistes vont aussi progressivement chercher à représenter l'acte de création. Ils vont aussi chercher à représenter leur physionomie indépendamment de ces scènes d'histoire religieuse ou politique. C'est quelque chose qui apparaît d'abord en Italie à la Renaissance, mais qui va vraiment se développer dans toute l'Europe par la suite. Je vous disais que les artistes avaient un besoin de reconnaissance sociale, et c'est justement à travers cette qualité de l'artiste qui est un créateur, un inventeur, que ces peintres vont essayer de prouver leur valeur supérieure à celle de n'importe quel artisan. En fait, les artistes vont très rapidement considérer que dans le métier de peintre ou de sculpteur, il y a une part d'activité intellectuelle qui les rapproche des activités libérales, des arts libéraux, et que le génie créatif, c'est aussi quelque chose qui est presque divin et qui est inspiré par les dieux ou Dieu, et qui est donc quelque chose de particulièrement exceptionnel, qui font des artistes des êtres un peu exceptionnels. Mais cette vision-là, elle va arriver vraiment progressivement. Vous voyez par exemple ici dans ce détail du décor de la salle d'audience de Pérouse, du tribunal de Pérouse, on voit en fait l'autoportrait du peintre pérugin qui a réalisé donc ce décor monumental et spectaculaire. Pérugin, quand il fait son autoportrait ici,
il se représente de manière extrêmement sobre. Vous voyez qu'il est habillé d'un vêtement très simple, il porte un bonnet, et pour les gens de l'époque, il est évident que l'artiste ici est un artisan. Il a la catégorie sociale d'un artisan. Mais parallèlement à ça, le fait d'accrocher son portrait en plein milieu de ce décor public, politique, et la citation qui se trouve dessous font que cet artiste sort vraiment de cette simplicité de l'artisan. La citation qui est dessous, elle est déjà en latin, donc c'est un premier élément qui permet d'ennoblir évidemment cet artiste, et elle dit à peu près ceci: Pietro Vannucci, dit il Perugino, peintre de grand mérite. Si l'art de la peinture a disparu, il l'a restitué. S'il n'avait été inventé nulle part, il l'a produit. Autrement dit, Pérugin, il pense avoir carrément inventé la peinture à lui seul, ou en tout cas en être le restaurateur et l'exemple peut-être le plus parlant, le plus important. C'est quelque chose qui montre quand même la haute opinion que cet artiste commence à avoir de lui-même. Certains de ces artistes comme Pérugin vont évoluer d'ailleurs à la Renaissance dans des milieux culturels humanistes. Et ces artistes, en s'intéressant de plus en plus à l'Antiquité et à la place de l'homme, vont effectivement commencer à maîtriser les textes antiques, les représentations anatomiques, les mathématiques, et donc des activités qui leur donnent de plus en plus cette capacité intellectuelle et cette importance d'être presque supérieurs, ou en tout cas d'être originaux, à cheval entre les arts mécaniques, donc les activités manuelles, et les arts libéraux, les activités intellectuelles. Et c'est ce besoin de reconnaissance, donc là vous voyez le décor de Pérugin, se traduit évidemment dans le type de décor qu'ils vont choisir de représenter, qui sont de plus en plus complexes, avec comme ici des allégories, avec des références à la mythologie, des références à des textes en latin, parfois en grec, donc qui montrent leur culture, mais ça va aussi se traduire par ce besoin de se représenter indépendamment de leur activité artistique. Et c'est ce qu'on peut voir dans les tableaux, dans les autoportraits de Dürer, Albrecht Dürer, qui est un peintre allemand de la fin du XVe siècle, du début du XVIe siècle, qui a réalisé plusieurs autoportraits en réalité. Et dans ces autoportraits, il se représente très souvent plutôt comme un intellectuel que comme un artiste, alors qu'il était peintre et graveur et qu'il venait vraiment du milieu des artisans, puisque toute sa famille venait de l'orfèvrerie. Dans cet autoportrait très célèbre de 1500, ce que l'on voit particulièrement, c'est la richesse du costume, avec de la fourrure, la frontalité aussi du visage qui nous est donnée à voir, une image idéalisée, évidemment, du personnage qui nous fait face et qui a une sorte de représentation qui est un peu presque christique. On a souvent comparé cet autoportrait de Dürer à une figure de Christ. Alors c'est bien sûr la coiffure, la barbe, mais c'est aussi cette façon de se représenter en se désignant de la main. Vous voyez qu'il a l'une de ses mains qui est posée sur sa poitrine, et en fait il se désigne ici en tant que créateur, et d'ailleurs il y a sa signature et son monogramme. Donc là il y a vraiment les deux éléments qui permettent de l'identifier. Le monogramme avec la date qui se trouve donc sur la gauche ici, qui est en fait sa signature, et ici la mention de son nom complet en latin également, qui indique qui est représenté dans ce tableau. Et donc en fait ici c'est vraiment une sorte de double autoportrait en tant que humaniste, en tant que homme, et autoportrait en tant que artiste, en tant que créateur, mais créateur particulièrement donc brillant
et spectaculaire. On parle souvent donc de ces artistes de la Renaissance. On oublie que cette vision de l'artiste un peu démiurge, c'est quelque chose qui va aussi continuer à se retrouver dans les peintures du XVIIe et du XVIIIe siècle, hein, et notamment avec des mises en scène plus allégoriques. Et là, je vous choisis l'exemple de l'autoportrait d'une femme artiste, Artemisia Gentileschi, qui, elle, se représente en allégorie de la peinture. Vous voyez, au début, on avait Pérugin qui pensait avoir inventé la peinture. On a Dürer qui se montre comme créateur presque à l'égal de Dieu. Et là, on a une peintre qui se représente en allégorie de la peinture. Alors, il faut avouer que les allégories sont assez souvent des figures féminines. Ce sont des personnifications de concepts. Et il se trouve justement que l'allégorie de la peinture est souvent représentée sous les traits d'une femme, un peu échevelée. Donc ça, c'est pour noter l'inspiration créatrice, avec un masque qui est le symbole de l'imitation. Et je ne sais pas si vous le remarquez ici, mais non seulement la jeune femme est un petit peu échevelée, mais elle a aussi un pendentif avec un masque qui est suspendu au-dessus de son tablier et de sa palette de peintre, et qui en fait donc cet attribut de l'allégorie. Par ailleurs, vous la voyez occupée à peindre. Alors, on ne voit pas ce qu'elle est en train de peindre, mais on peut supposer que justement, elle est en train de peindre son propre autoportrait qu'on est justement en train de voir ici, nous, avec un angle différent. Et c'est une sorte de mise en abîme, hein, de l'artiste représentant l'inspiration créatrice elle-même, en train de se peindre et en train de faire son propre autoportrait. Donc beaucoup d'artistes vont jouer en fait, hein, sur ces symboles-là, sur ces mises en scène, pour nous montrer à quel point ils ont parfois une haute opinion d'eux-mêmes, ou en tout cas ils recherchent cette reconnaissance d'être un peu exceptionnels, de créateurs géniaux, voilà, qui peuvent être effectivement assez spectaculaires parfois. Ici, la manche de la tunique de Artemisia Gentileschi est en soi un morceau de peinture particulièrement réussi. Bon, bien sûr, la majorité du temps, ces artistes se représentent essentiellement en train de peindre avec les attributs du peintre. C'est quelque chose qui va devenir extrêmement à la mode, là encore à partir de la Renaissance, mais qu'on va retrouver vraiment par la suite. Il va être donc de plus en plus courant pour les artistes de faire leur autoportrait et de les vendre, puisque certains commanditaires ou certains mécènes sont particulièrement intéressés à l'idée de posséder l'image de celui ou de celle qui a peint les œuvres de leur collection. Alors ce type d'autoportrait, il a donc très souvent sa place dans les galeries de peinture. Effectivement, un collectionneur particulièrement proche d'un ou de plusieurs artistes souhaitera parfois posséder les œuvres les portraits de ses artistes préférés. Concernant les femmes artistes, on parlait d'Artemisia Gentileschi juste avant, voici Lavinia Fontana, une célèbre portraitiste de la fin de la Renaissance. Donc concernant les femmes artistes, il y a un deuxième aspect qui est important, c'est que très souvent, elles ont besoin de prouver qu'elles sont bien les exécutantes des œuvres qu'elles vendent. C'est une sorte d'originalité, hein, les femmes artistes, même si en fait elles sont assez nombreuses à travailler dans les ateliers d'artistes, puisqu'elles sont souvent des filles d'artistes ou des femmes d'artistes ou des sœurs d'artistes. Mais quand quelques-unes d'entre elles réussissent à avoir un atelier à leur nom, ce qui est quasiment impossible puisque les femmes n'ont pas de statut social leur permettant théoriquement de manager un atelier, mais il y a évidemment des exceptions. Eh bien, quand elles deviennent chefs d'atelier, pour des raisons diverses, parce que leur père est impotent, parce qu'elles sont veuves, parce que leur mari est moins doué qu'elles dans le domaine de la peinture, par exemple,
eh bien, on se pose souvent des questions de savoir si les œuvres qui sortent de l'atelier sont bien exécutées par ces femmes. Et réaliser des autoportraits où on les voit en train de travailler, c'est parfois un gage de leur qualité de peintre ou de sculpteur, même si c'est plus rare de voir des sculpteurs. Dans le cas ici de Lavinia Fontana, il y a encore un deuxième niveau qui se rajoute, c'est que même si à l'arrière-plan, on voit bien le chevalet qui nous prouve qu'elle est bien peintre et que c'est bien son activité, elle se représente ici en train de jouer d'un instrument de musique. Et vous voyez qu'elle est habillée avec une tenue extrêmement chic, extrêmement raffinée, car elle se met en scène ici de manière à prouver sa respectabilité. Car ces femmes artistes qui finalement dominent le marché artistique là où on ne les attend pas vraiment, eh bien elles ont aussi souvent besoin d'affirmer leur respectabilité. C'est quelque chose qu'on leur demande de prouver très souvent, car on peut vite les qualifier de femmes un peu légères, voilà, pas forcément très sérieuses. Et donc ici, l'autoportrait de Lavinia Fontana est une manière de nous montrer que c'est une jeune femme de bonne famille, qui a toutes les qualités tout à fait requises chez une jeune femme, qui fait de la musique, qui a une bonne conversation très certainement, mais par derrière, elle n'oublie pas d'ajouter qu'elle fait aussi de la peinture et que c'est son activité. Alors dans ces représentations, l'artiste se met évidemment complètement en scène, puisque on voit bien ici qu'il faut à la fois montrer qu'on est très réservé et très talentueux et qu'il faut jongler un peu avec tous ces aspects. Chez les hommes, il y a évidemment plus de liberté, il y a moins d'importance peut-être donnée aux outils et ils respectent peut-être plus la réalité, quoique en fait, chez les hommes, il y a aussi de la mise en scène, comme on peut le voir ici dans cet autoportrait de Rembrandt. Alors Rembrandt, un artiste qui a produit énormément d'autoportraits, donc là je vous en montre un exemple, mais on pourrait en voir plein d'autres. La particularité de Rembrandt, c'est vraiment ici de nous montrer son ambition à travers cet autoportrait. Ce n'est pas tellement sa propre physionomie qui l'intéresse ici, mais plutôt de nous montrer le dénuement de son atelier et sans doute la réalité des conditions dans lesquelles il travaille, mais aussi de nous montrer l'ambition qu'il a de réaliser des grandes peintures d'histoire. Et ça, on le voit très clairement avec la taille du chevalet et de la toile qui est posée dessus, puisque ici le format choisi par Rembrandt pour un tableau qui est lui-même très petit, c'est un tableau qui mesure ici la taille à peu près d'un format A4, mais imaginez que le tableau qu'il est en train de peindre sur cette image, c'est un tableau beaucoup plus grand, qui fait presque la même taille que lui, et qui est en plus présenté au premier plan, donc ce qui permet de donner un effet de presque contre-plongée à cette peinture et donc lui donner encore plus de prestance. On ne voit pas ce que représente le tableau qu'il est en train de peindre, mais on sait déjà que ce format est destiné à des grandes peintures religieuses, mythologiques, allégoriques, en tout cas des sujets d'histoire, des sujets qui sont les plus nobles parmi les sujets que les artistes peuvent espérer peindre, et des sujets qui sont certainement liés à des commandes prestigieuses. Et donc, même si l'artiste actuellement se dépeint de manière assez honnête dans une sorte de dénuement, il ambitionne très clairement avec ce tableau de nous faire partager une sorte de grandeur future. En tout cas, toutes ces ambitions sont mises en scène dans ce tableau. Alors maintenant qu'on a vu Rembrandt dans son petit atelier, pour l'instant on est au début de sa carrière, on peut aussi comprendre que les artistes aient cherché à un moment ou à un autre à s'intéresser à leur vie quotidienne et à en fait finalement représenter non pas leurs grandes ambitions, non pas leur métier, mais plutôt leur intimité, leur quotidien, leurs aspirations plus personnelles. Et tout ça est encore une fois lié à ce développement de l'humanisme à partir de la Renaissance,
En plus de représenter son statut social, les artistes vont chercher à exposer une partie de leur âme, donc de leur personnalité. Et par des attributs ou des déguisements, ils vont aussi faire passer parfois des messages sur leur caractère, sur leur goût, sur leur singularité. Alors on peut prendre comme exemple ce tableau de Filippino Lippi, qui est en fait une esquisse sur une fresque, qui est un tableau qui est de toute évidence pas tout à fait terminé. Et ici, on voit bien que l'artiste ne cherche pas à se mettre particulièrement en valeur, même si l'œuvre est inachevée, hein, on le devine quand même assez clairement. On a plutôt ici une représentation très humaine, très simple, très sobre, un peu mélancolique aussi, de la représentation de ce très jeune artiste, peut-être un peu fatigué ou un peu déprimé. Et donc, la psychologie de l'artiste devient un élément qui est vraiment mis en scène, mis en évidence dans ses représentations. Mais peut-être que les artistes qui ont le plus abordé ce genre de thématique, c'est vraiment les artistes du 19e et du 20e siècle, où là, on va vraiment chercher à représenter la maladie parfois, le corps brisé. Alors, on peut penser à Frida Kahlo, par exemple, avec son accident et ses nombreux autoportraits où on la voit avec des colonnes brisées. Mais peut-être encore plus connu, on peut aussi prendre l'exemple de Van Gogh avec ses autoportraits à l'oreille bandée, où il se montre en convalescence, et où il nous montre finalement son visage avec un peu tout ce que la maladie ou les blessures peuvent engendrer de fatigue, de traits tirés, peut-être de mélancolie aussi, là encore. Alors chez Van Gogh, il y a aussi quand même les éléments du peintre qui sont présents, le chevalet à l'arrière-plan, l'estampe japonaise accrochée au mur, qui nous donnent ces sources d'inspiration. Et en fait, on peut supposer que parfois ces autoportraits sont des sortes de médicaments, sont aussi des moyens pour ces artistes de se remotiver dans cette recherche de motivation pour poursuivre leurs activités malgré la fatigue, malgré l'âge, malgré la maladie. D'ailleurs, ici, on remarquera que Van Gogh ne regarde pas directement le spectateur, mais qu'il est vraiment plus dans une sorte de méditation intérieure. Il est vraiment plus renfermé dans une sorte de contemplation intime et personnelle. Les représentations aussi des artistes âgés font partie de ces façons que vont avoir certains artistes de nous montrer leur humanité. Je vous ai dit tout à l'heure, Rembrandt a réalisé de nombreux autoportraits tout au long de sa carrière, et peut-être que les plus touchants, ce sont ses autoportraits lorsqu'il est âgé, où on le sent aussi plus triste, plus mélancolique. C'est une époque plus difficile pour lui, il a fait faillite, il a perdu son atelier, il a perdu sa femme, il a perdu de nombreux enfants qui sont morts en bas âge. Et finalement, toute cette tristesse transparaît dans ces autoportraits qui sont aussi, vous voyez, réalisés avec des palettes colorées extrêmement réduites, où on voit vraiment à peine ressortir le visage grâce à une sorte de spot de lumière. Un visage qui est plus triste et plus mélancolique que dans ses premiers autoportraits de jeunesse où on le voyait parfois extrêmement dynamique ou joyeux ou très fier ou très sûr de lui. Mais ça en donne des autoportraits assez touchants qu'on a finalement plaisir aussi à contempler parce que on a l'impression de toucher ici à quelque chose de très intime de l'artiste. C'est ce qu'on peut voir aussi avec cet autoportrait d'une autre femme artiste, Anne-Dorothea Terbusch, qui se représente ici assez âgée, avec, vous voyez, une sorte de lorgnon pour pouvoir lire. Et c'est vrai que on n'a pas l'habitude, en fait, de voir des gens accepter de se représenter ou de se faire représenter, en tout cas pas au XVIIIe siècle, avec ce côté finalement très humain,
pas trop de retouches, pas trop d'idéalisation. Alors bien sûr, elle a une très belle robe, bien sûr, elle a sans doute gommé un peu les rides de son visage, mais elle ose quand même ici se représenter avec un souci de réalisme qui est quand même assez important et qui est assez original pour cette génération d'artistes. Donc ça donne des tableaux dans lesquels on touche vraiment à l'intimité de ces artistes et qui les rend proches du spectateur. Donc on peut supposer que tous ces autoportraits étaient soit destinés à des proches, des membres de la famille, soit à des proches commanditaires qui recherchaient justement cette proximité de plus en plus grande avec les artistes qu'ils pouvaient admirer. Une autre originalité, cet autoportrait très célèbre d'Élisabeth Vigée-Lebrun. Là, on est toujours au XVIIIe siècle, où ici, ce n'est pas la vieillesse ou la maladie qu'elle cherche à représenter, mais l'amour maternel. C'est d'ailleurs un tableau qui porte aussi le titre de la tendresse maternelle, où elle se représente avec sa fille Julie. Et dans ce tableau, il y a effectivement une intimité aussi assez spectaculaire pour les gens de l'époque, qui ont d'ailleurs noté que ce tableau était voilà, très original et particulièrement intéressant. Alors il faut quand même dire qu'au XVIIIe siècle, il y a tout un courant qui est lié à Rousseau et à ses théories sur l'éducation, qui fait que dans les milieux privilégiés, on va de plus en plus s'intéresser à faire des portraits de famille avec les parents et les enfants, et que les enfants deviennent des êtres à part entière dont on va s'occuper et que l'on va éduquer. Et cette complicité entre les parents et les enfants, elle se traduit bien sûr dans de nombreuses commandes de portraits de famille. Mais Élisabeth Vigée-Lebrun ici, c'est une artiste qui fait sa promotion puisque elle expose ce tableau au Salon de Paris, au salon officiel, à la grande exposition organisée par l'Académie. Et plutôt que de choisir de se représenter en tant qu'artiste avec sa palette et ses pinceaux, ce qu'elle a parfois fait, ici c'est vraiment sa spécialité finalement qu'elle met en avant, cette capacité à traduire les émotions de ces personnages, en particulier les émotions féminines, mais aussi cette capacité à saisir la personnalité des enfants, ce qui est quelque chose d'assez nouveau à l'époque et qui va lui assurer effectivement énormément de commandes dans toutes les cours d'Europe, puisque au moment de la Révolution, elle va quitter la France, voyager dans toute l'Europe et continuer ce genre de portrait où elle met en scène vraiment les liens, l'attachement entre les parents et les enfants. Donc beaucoup de détails qui mettent en valeur à la fois ses qualités de mère, ce qui la rend éminemment respectable, et aussi qui est finalement une bonne manière de faire sa promotion ici par rapport à cette spécialité qu'elle va développer. Bien sûr qu'il y a aussi des artistes qui vont chercher à sortir du lot et qui vont faire des autoportraits un peu plus originaux. Alors j'aurais pu vous en montrer pas mal pour le XXe siècle, mais je trouve que c'est plus intéressant d'aller justement chercher dans les siècles plus anciens ces autoportraits assez originaux qui sont finalement des manières aussi pour ces artistes de prouver leur singularité. Le premier, c'est cet autoportrait de Parmesan avec ce trompe-l'œil où on a l'impression en fait de voir un miroir. Alors effectivement, l'artiste ici s'est représenté en utilisant un miroir, comme le font a priori tous les artistes, mais il a utilisé ici un miroir convexe, donc un miroir bombé, et ce miroir est donc légèrement déformant. Et au lieu de faire ce que les artistes font d'habitude, c'est-à-dire compenser les déformations du miroir, eh bien, il a choisi de conserver ces déformations et de jouer en fait un peu sur l'effet trompe-l'œil, au point que quand on voit ce tableau, qui est de format circulaire avec son encadrement, eh bien, on a presque l'impression de voir un miroir et d'avoir le reflet dans le miroir, non pas de soi-même, mais de l'artiste, ce qui est donc assez troublant et qui crée une sorte d'étrangeté assez divertissante.
Alors, sachant que Parmesan est un artiste qui appartient à la mouvance maniériste qui se développe en Europe dans la première moitié du XVIe siècle et que les étrangetés, les bizarreries font partie prenante des spécialités de Parmesan. Autre autoportrait très amusant, l'autoportrait de Joseph Ducreux en moqueur, qu'on appelle comme ça. C'est un tableau qui est aussi exposé au salon et qui va faire évidemment sensation puisque il se représente ici alors avec plusieurs éléments très singuliers. D'abord le geste de la main où il désigne le spectateur comme si en fait il était en train de parler avec le spectateur, de plaisanter avec le spectateur. Et puis l'autre chose qui est ici particulièrement choquante pour les gens de l'époque, ici on est donc à la fin du XVIIIe siècle, c'est évidemment le sourire avec les dents, vous voyez, un peu jaunes du personnage, chose qu'on ne retrouve quasiment jamais dans les portraits. Vous l'avez peut-être noté tout à l'heure, dans le tableau d'Élisabeth Vigée-Lebrun avec sa fille, on voyait un léger sourire qui découvrait un tout petit peu ses dents. C'était déjà un des points scandaleux de l'époque, c'est-à-dire que on ne montre pas ses dents quand on sourit, en tout cas quand on appartient à l'élite sociale. L'hygiène bucco-dentaire n'étant pas vraiment la meilleure chose de l'époque, on a quand même des gens qui ont des sourires plutôt édentés, voilà, pas très agréables. Et donc en société, on ne montre pas ses dents. Et ici, dans le choix que fait Joseph Ducreux de cet autoportrait, non seulement il nous montre ses dents, mais il a l'air de vraiment d'en plaisanter et d'en rire et de prendre le spectateur à témoin. Alors ça fait partie d'une longue série d'autoportraits que Ducreux va réaliser et qui ont été extrêmement décriés de son vivant parce que on les jugeait justement complètement populaires et vulgaires. Mais c'est ce qui fait aujourd'hui la singularité de Joseph Ducreux, qui est donc un artiste relativement moderne, finalement, dans son approche de l'autoportrait et de cette façon de jouer avec le spectateur. Dans un tout autre registre, on peut regarder cet autoportrait d'Arnold Böcklin, alors qui est un autoportrait plus tragique, on pourrait dire. On ne sait pas en fait vraiment si Böcklin a pensé cet autoportrait de cette manière-là dès le départ, puisque la figure du squelette jouant du violon qui est derrière lui, qui a l'air de lui souffler voilà sa musique à l'oreille, semble avoir été rajoutée par la suite. Peut-être que l'idée lui aurait été d'ailleurs soumise par quelques amis. Le peintre ayant au départ réalisé son autoportrait, vous voyez, avec sa palette et son pinceau, mais ayant donnant cette impression qu'il était en train d'écouter quelque chose. Alors peut-être la fameuse inspiration divine dont on a parlé tout à l'heure. Et il aurait rajouté après le musicien, le joueur de violon, pour nous montrer ce qu'il était en train d'écouter. Et il n'écoute donc pas tout à fait l'inspiration divine, mais plutôt la mélodie du temps qui passe. Et évidemment, on se retrouve ici dans un sujet qui évoque la vanité, donc avec l'idée de la mort hein, qui est ici sur l'épaule de l'artiste. Le thème de la mort est un thème assez courant chez Böcklin, dont on connaît très souvent un tableau dont il existe plusieurs variantes qui s'appelle l'île des morts. Et ce qui est évident ici, c'est que c'est peut-être la question de la destinée de l'artiste qui est sous-jacente. Voilà, une idée ici de l'éphémère de la musique, de la vanité et du memento mori avec le squelette, mais surtout une question qui serait quelle est la destinée de l'artiste dans le temps, quelle sera sa pérennité aussi, est-ce que faire son autoportrait, comme c'est le cas ici et comme on a pu le voir dans de ce petit florilège d'autoportraits, ça suffit à assurer l'immortalité aux artistes? Eh bien, c'est une question qu'on peut se poser, puisque on l'a vu, hein, certains autoportraits sont tellement bien cachés dans les tableaux qu'on pourrait vraiment passer à côté. On a aussi certains autoportraits d'artistes qu'on a du mal à identifier quand les signatures sont absentes, car malheureusement, l'image, la physionomie des artistes ont parfois complètement disparu. Et
Par ailleurs, il y a quand même, vous voyez, un très beau panel d'artistes dont heureusement on possède aujourd'hui les autoportraits qui leur permettent effectivement d'entrer dans l'histoire et de ne pas avoir été oubliés. Et je pense notamment aux femmes artistes. Les autoportraits de femmes artistes, c'est quand même un des éléments, un des jalons importants de leur immortalité. Donc voilà, j'espère que ce petit florilège vous aura permis d'apprécier cette thématique. Évidemment, on aurait pu aborder de nombreux autres autoportraits, mais c'est une petite entrée en matière autour de cette thématique du portrait et de l'autoportrait. Bonne journée à tous et à bientôt.